Bonjour, ici François Tadei des Productions C140KB. Bienvenue à Micro.info. Cette semaine, pour l'édition du 26 mai 2003, il sera question bien entendu de jeux vidéo puisque du 14 au 16 mai dernier, nous étions au Electronic Entertainment Expo de Los Angeles. Nous allons vous présenter au cours de cette première émission spéciale sur le E3 des entrevues portant bien sûr sur les trois consoles principales, à savoir la PlayStation 2, la GameCube et la Xbox. On a rencontré les représentants des compagnies pour faire le tour de l'horizon des jeux à venir. Nous allons également vous présenter des reportages sur des jeux qui paraîtront cet été, mais aussi d'autres reportages qu'on aura tournés à Québec précédemment sur diverses technologies. Restez avec nous, cette émission commence à l'instant. Évidemment, au Electronic Entertainment Expo, les trois géants ont démontré encore une fois leur savoir-faire en nous présentant divers nouveaux jeux, diverses stratégies. On va regarder d'abord et avant tout ce que Sony avait nous présenté. Ensuite, on ira voir Nintendo, puis enfin Microsoft. Matt Levinson, hi. Hi, how you doing? I'm fine, thank you. Let's talk first about the major announcements that Sony announced at the E3. Yeah, the biggest announcement for us this year is we're actually now introducing the PlayStation 2 online pack. So the network adapter is going to come bundled with the PlayStation 2 for $299. So, of course, there was a surprise announcement about a new project that Sony is working on. What can you tell us about the Sony PSP? Yeah, there's not too many details yet on the PlayStation Portable, but the PSP is going to come out in 2004. The things that they have said about it so far is it's going to have a 4.5-inch screen, it's going to be backlit, it's going to use a proprietary disc that's going to store 1.8 gigs of storage media, so we're real excited about it. We don't know too much about it yet, but you know, Sony has such a great heritage in producing hardware that we know it's going to be something really cool. Let's talk about the hard drive. It's going to come finally in the US and Canadian market. How's that? Yeah, we're looking forward to it. It's going to come shipping day and date with Final Fantasy XI. Sony's really proud to be publishing Final Fantasy XI. It's going to be a giant online role-playing game for us this year, and the hard drive is one of the first games that utilizes Final Fantasy XI, utilizes that hard drive. So we're going to see that sometime between January and March of 2004, and it's going to obviously add a lot of really cool gameplay elements to the PlayStation 2, being able to utilize the hard drive for downloads and other kind of content, really creating an immersive gameplay experience with the PlayStation 2. Have you announced a price point for that? We haven't yet. No, I don't think we have. Let's talk about the fun gadgets. Yeah. Logitech has worked for you on something very nice. Yeah, there's a couple things going on. The first thing that we're doing is we're introducing the iToy, which is a USB camera. It's a plug and play right into the PlayStation 2. Comes shipped with 12 mini games, and we're real excited about the initial offering of being able to interact with the PlayStation 2 in a new form of entertainment, but also the future applications, being able to use it one day for virtual pet games or video conferencing, picture-in-picture stuff where I can actually see the person I'm playing online. So it's got a lot of future applications that are really exciting, just including the 12 games that come shipped with this fall. Let's talk about the general situation right here. You're still number one in this market, so you're pretty confident again. Yeah, we've had nothing but good things to say about our market share. We're still number one. We've shipped over 50 million PlayStation 2 worldwide, so, I mean, we're still the market leader, and the incredible lineup of software we have really shows that the content is king. It's all about the games, and we have them here today. Okay, let's talk about games. First of all, there's one major breakthrough title here. It's called Gran Turismo 4. Let's talk about it. Yeah, that's probably the best thing to talk about. Gran Turismo 4, we're really excited to be announcing it. I know that
racing fans and gamers in general have been waiting for the sequel to be coming out. GT4 is going to be coming out sometime between January and March of 2004, so it'll be just after Christmas. But one of the most exciting things about the new version is it's now going to be online. So in addition to kind of improving the AI and improving the car handling, now you're going to be able to race online with friends. So it's really exciting. Everyone's really can't wait to get their hands on that. With tons of cars, beautiful cars. Yeah, I don't know the exact number of cars yet, but they promised us more cars than ever before, so it'll be in the hundreds for sure. Again, you have sequels this year that are interesting. All your platformers did pretty well. What can you tell us about the different new platformers that will come? Yeah, it's amazing. Sony's really been able to put out some quality platformers lately. We have Jak 2, which is the sequel to Jak and Daxter, the Precursor Legacy. Naughty Dog's been working on this for a couple of years, and we're really excited about the new direction in gameplay. It's a little bit darker of a game. It's really based on revenge. Jak's in prison for a couple of years. Daxter breaks him out of jail, and you're hell-bent on revenge throughout the whole game. It's got a really, really kind of an immersive gameplay world. You can really walk around an entire apocalyptic city. You can, kidnap vehicles. You can interact with the pedestrians. It's a really, really immersive experience. So we're excited about that. In addition, we have Ratchet & Clank Going Commando, which is also back. We just released the first Ratchet & Clank last year. The sequel's already out, and it's looking great. And then, there's other things like Siphon Filter Omega Strain, which is a great franchise that we had on PlayStation 1 for many years. Now it's on PS2, and it's also online. So some great franchises returning. And we also see new content. For example, we have Rise to Honor. Yeah, Rise to Honor is a real cool game that we're looking forward to. Jet Li wanted to work with Sony, and actually they're developing the game in the Foster City office in San Francisco. They've actually been motion capturing Jet Li, and it's just amazing to see how fluid he is with his moves and how that translates so well to the animation in the game. It's got an incredible 3D fighting engine, but it's more than just a straight fighter. There's some really cool story and themes to the game, so I think people are going to love that when they see it. There were an announcement before E3 that two huge series, Metal Gear Solid as well as Grand Theft Auto, are going to still be exclusive on the PlayStation 2 for the next generation. Yeah, we have a ton of great first-party software to show, but the third-party games have been just amazing, and the support's been overwhelming for PlayStation 2. Having Metal Gear Solid 3 Snake Eater as an exclusive is going to go a long way to promote the platform, and the Grand Theft Auto series is the best-selling series right now. So we have those two great games as exclusives, and then we also have EA has made an announcement that they're only going to be going online with PlayStation 2. So we have all the best partners and all the best games on our platform. You can't argue with that. So the battle's going to be still tough, and you're going to knock down your opponents, you think? Well, we're not so worried right now. We're well positioned to really stay in that market share position, really, have that number one position for a while, and we're not really looking back. We're looking forward to all the great games and hardware that we're showing. Thanks very much, Matt. Thank you. Thanks for coming. Leslie Short, hi. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Good. Let's talk about Nintendo at the E3 this year. What was announced? Well, lots of things were announced. A lot of software was announced for both Game Boy Advance and Nintendo GameCube. And the other thing that was announced was this: we've really brought connectivity to life with the two systems, and we're really focused on partnerships this year. We've made a lot of new partners over the past few months, and we're putting some great software together for both of our systems. Let's talk about these partnerships. Last year it was all about first-party title, but this year it's all about third-party titles. So let's talk about these third-party titles. Yeah, we've got some great games coming out. We've formed an alliance with Konami, and we're working Silicon Knights and Konami on Metal Gear Solid, which is pretty exciting. We've got Square back in the game with the Final Fantasy series for both Game Boy Advance and GameCube, and then Swords of Mana as well for Game Boy Advance. So we've got some great partners. There's more announcements to come, and we're pretty excited. Yeah, the Pokemon franchise is alive again. Let's talk more about Pokemon Colosseum that was announced. Yes, well, Pokemon is definitely alive again. Since we launched back in March, we sold 1.7 million units of Ruby and Sapphire in North America. It's back in full force. We're bringing Colosseum out on Nintendo GameCube, which is pretty much Pokemon Stadium, but for Nintendo GameCube. And we had Pokemon Stadium and Pokemon Stadium 2 back in the Nintendo 64 days, and again, it's what gamers are asking for. This year, the GBA connectivity is really important for you. How far will you go with it?
we're going really far with it this year. We announced it last year and we didn't really talk much about it, but we're really pushing it this year with a lot of our titles. And what it is just really giving players a more enhanced gameplay experience and allowing us to do something that our competitors can't offer. We own the portable gaming market right now. We've got so many great products out there, and this is just going to make players enjoy those games even that much more. Tell us how successful was the launch of the GBA SP? It was very successful, so successful that we are virtually sold out worldwide. We already have an installed base of over 2 million users in the world and over 1 million users in North America, so we're very satisfied and we're looking forward to bringing some new colors to market in the fall. And you're not afraid by the Nokia Engage or the upcoming Sony PSP? You know, we look forward to the competition. We've had this market all to ourselves for almost 14 years now. We've had a lot of competitors come in, but no one's really been able to sustain anything. And I think with the lead time that we have out on SP and the library of games that we have, it's going to be pretty hard for people to compete with that. However, with the other console, the GameCube, you were in a situation that was really unusual for Nintendo, which was to be in third position in America and Europe. How do you react to this? Well, you know, no one wants to be in third place, but we've really taken a hard look at what's happened with GameCube since we launched back in 2001. We've got a new president leading Nintendo worldwide, Mr. Iwata, and he's really taken a hard look at what's happened with the sales. Worldwide, we're actually up over 1.1 million units over Xbox, so we're actually sitting in second place. And with the software lineup that we're going to offer this year and the start that we've had to 2003 so far, I think we've really proven that we've got things together and we're headed in the right direction. Metroid Prime and Zelda The Wind Waker were two huge titles in the past 6 months. For the gamers, what will be the next big title from Nintendo first party? Well, I think the big first-party game is definitely going to be Mario Kart. I can't think of one video game player in the world who wouldn't want to sit down and play Mario Kart with 7 of their friends. So there's a new connectivity feature with that game. You're actually going to use the broadband adapter. You can hook up to 8 people together to play, and now you've got 2 characters going per kart. So I think Mario Kart from a mass market standpoint is probably going to be our biggest title. And what about other titles like, for example, Pikmin 2? Pikmin 2, again, we had a really strong launch of Pikmin 1 on Nintendo GameCube back in November 2001, and we're expecting some really strong sales. As well as F-Zero, I guess, the new GX title? Yep, the F-Zero game, again, the fastest racing game available out on the market. Not too many people who don't want to pick that up and give it a try. Okay, about the online connectivity. Your two other competitors very focused on this strategy. They were quite successful, we can say, with their titles. Where Nintendo will go with that? Well, I'm not sure if you can say that online gaming's been a success yet. I mean, we are very focused on keeping an eye on what's happening at that. And what we do is we look at other companies and the success that they've had. And one of the companies that we keep a close eye on is Electronic Arts, because they're one of the best developers in the world. They've had a lot of issues with online gaming this year, and it hasn't really come to fruition like everybody thought it would. And so, you know, we've taken a hard look at that. We've got teams in Redmond and teams in Japan who work on our online strategy every day. And we will bring it to market when we feel that there's a return on investment to be had. So 2003 is going to be another interesting year for Nintendo. What will be the main attraction this year in terms, maybe it's the GBA or the GameCube? Who will steal the first place in terms of sales, do you think? Well, I think it's going to be close. I mean, I think we're going to have a great year with both systems because we've got the right software in place to appeal to such a wide variety of people. And I think with the connectivity between GameCube and Game Boy Advance, you're going to have a lot of Game Boy players becoming GameCube players and vice versa, a lot of GameCube players who are going to start becoming portable players as well. So I think with the power of GameCube, the power of Game Boy Advance, the partnerships that we've got in place and connectivity, it could be the year for Nintendo. Thank you very much, Leslie. Thank you. Mario Cocolizzi, bonjour! Salut François! Alors, Microsoft entame la deuxième année de la Xbox. On est vraiment dedans et on voit que vous êtes prêts. Alors, si on parle des tendances au E3 cette année, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben écoute François, ce qu'on voulait démontrer aux gens au E3 cette année, c'est réellement qu'on veut assumer notre rôle de leadership. Et ici, où on veut mettre l'emphase, c'est réellement en démontrant la convergence un peu entre le contenu et les services.
Bon, parlons-en un peu plus de cette fameuse convergence. Il y a différentes choses qui ont été annoncées. Alors, parlons un petit peu des premières nouvelles. Ben, la première chose, c'est tout l'aspect du jeu. On le voit en arrière, on va le voir tantôt. Il y a beaucoup de jeux qui vont être disponibles. On parle d'ici Noël, plus de 200 nouveaux jeux. Des jeux comme de deuxième génération. Project Gotham Racing 2, Amp 2. Il y en a un autre aussi qui s'en vient un petit peu plus loin, mais qui est Halo 2, le tant attendu. Et on va voir aussi des nouveaux jeux de la compagnie qu'on a acquis tout récemment, qui est Rare. Un qui est extraordinaire, qui est Grab by Ghoulies. L'autre point aussi qu'on veut mettre l'emphase sur le salon, c'est réellement tout l'aspect de Xbox Live. Donc, on veut démontrer aux gens que on a un engagement ferme dans Xbox Live avec beaucoup de nouveautés, des live alerts, des live web, live now, live aware games et aussi beaucoup de tournois et de ligues. Et la dernière chose qu'on veut mettre l'emphase, c'est tout l'aspect d'expérience sociale. On a un nouveau concept qui est XSN Sport et l'autre aussi qui est Xbox Music Mixer. Bon, on va développer un peu toutes ces choses-là. Parlons d'abord des Xbox Live Alerts. C'est quoi ça? OK. Les Live Alerts, c'est simple. C'est que si moi et toi, on veut jouer, on est connecté à live et on a la possibilité de jouer un contre l'autre. Toi, t'es dans ton jardin. T'es en train de faire ton jardinage et moi, je suis en train de jouer. Et là, j'aimerais ça jouer une partie avec toi, par exemple, à NHL Rivals 2004. Je peux t'envoyer un message textuel que tu vas recevoir sur ton cellulaire de dire, tiens, Mario veut jouer au hockey avec moi. Let's go. On lâche le jardinage, on rentre dedans et on joue une bonne partie de hockey. Donc, c'est assez d'adresser tous nos amis, nos copains via Instant Messenger. On se poursuit dans ce sens-là. Évidemment, bon, vous formez des communautés, hein. Les ligues, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? OK. On va sortir un concept qui s'appelle XSN Sport. Donc, XSN Sport, c'est réellement pour les mordus de sport qui trippent réellement sur tout l'aspect des statistiques, des franchises, du fantasy sports, ce qu'on appelle en anglais. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il y a plusieurs jeux. Il y a Top Spin, un jeu de tennis. Il va y avoir NFL Fever. Il va y avoir NBA Inside Drive. Il y a aussi le jeu de NHL Rivals qu'on a parlé tantôt. Il y a aussi Amp 2 et il y a Lynx 2004. Et là, ce qu'on va être capable, c'est qu'on va être capable de créer nos propres ligues. Donc, moi, toi et tes copains qui sont avec chez Micro Info, on a notre propre ligue de hockey. Moi, je prends le Canadien, tu prends l'Avalanche. Et là, on va avoir, et Microsoft va diffuser à tous les 15 minutes sur son site web xsnsport.com les dernières statistiques, c'est-à-dire le pointage, les classements. Et là, on va être capable aussi d'analyser. Donc, si je joue contre toi à la prochaine partie, je vais être capable de voir que l'Avalanche a de la difficulté au niveau de son offensive, très bonne en défensive. Donc, je vais être capable d'adapter ma stratégie en fonction de tes forces et tes faiblesses. Donc, ça va amener le jeu à un autre niveau. Mais mieux que ça, tantôt, on parlait des cellulaires ou encore des téléavertisseurs. J'ai le goût d'échanger, moi, Patrice Brisebois. Je peux t'envoyer un message textuel sur ton cellulaire de dire, tiens, un offre d'échange de Mario pour échanger Patrice Brisebois et c'est à toi d'accepter ou de refuser. Si on développe encore au niveau d'Xbox Live, parlons du succès là, que ça connaît jusqu'à présent. On parle de combien d'abonnés, combien de parties jouées par semaine? Ah, c'est incroyable le succès qu'on a avec Xbox Live. Aujourd'hui, on parle de plus de 500 000 abonnés. Et ce qui est intéressant et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a 15 millions de sessions de jeux qui se jouent par semaine. Donc, c'est réellement phénoménal. Un autre point qu'on va emmener aussi avec Xbox Live, que les gens vont réellement triper, c'est Live Now. Regardez Live Now comme un peu un genre de forum, un endroit où, exemple, tes copains, on peut réellement aller à cet endroit-là et tout simplement chatter. Donc, exemple, au lieu d'appeler les gens par téléphone, de dire à quoi on joue ce soir, on s'en va là, on a notre Xbox Communicator et on discute, on dit, écoute, on joue-tu à Ghost Recon, on va-tu jouer par exemple à Lynx ou quoi que ce soit. On décide et par la suite, vous êtes capable et après ça, on revient et on parle de nos performances. Tout à l'heure, on voyait Lance Bass en bas de NSYNC. Oui. Alors, pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il présentait? Bien, écoute, Lance Bass est ici pour nous aider à promouvoir notre prochain produit qui s'appelle aussi Xbox Music Mixer. Donc, on parlait tantôt d'un nouveau genre de divertissement alternatif. C'est pas un jeu. Ce que c'est Xbox Music Mixer, c'est une façon, par exemple, de plusieurs aspects. Il y a la première, c'est l'aspect karaoké. Donc, on va être capable d'avoir plus d'une douzaine de chansons qui vont venir avec Xbox Music Mixer, un microphone aussi, et on va être capable de laisser nos talents de chanteurs ou encore même aussi d'animateurs de soirée. Mais ce qui est intéressant avec Xbox Music Mixer, c'est qu'on a une technologie de stripping. Donc, chacune des chansons numériques qu'on a, on pourrait enlever la voix et tout simplement commencer à chanter sur des chansons de Michel Rivard, Ginette Renault ou encore nos chanteurs, nos groupes préférés. Ce qui est intéressant aussi avec Xbox Music Mixer, c'est qu'on peut amener aussi on appelle, quand on regarde le club chez nous, l'aspect nightlife, on est capable, avec le logiciel, de vraiment tout gérer, ce qui s'appelle, par exemple, nos CD, nos musiques, faire des thèmes, faire du mixage aussi. Et pour les gens qui veulent, par exemple, avoir des photos. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? Ton ordinateur est dans ton bureau, tu dis aux gens, viens, on va aller dans le bureau. C'est pas nécessairement la façon dont on est structuré à la maison, c'est dans le salon. Donc là, on va être capable d'amener nos photos, mettre de la voix, mettre du son et dire à nos parents, tiens, viens voir les dernières photos de mes enfants. Donc, c'est réellement d'avoir un centre de divertissement alternatif à l'intérieur de la Xbox Live. Xbox, excusez.
Et ça vous amène à faire des baisses de prix, par exemple. Alors parlons-en, là, si on parle des baisses de prix de la console, si on parle aussi de Xbox Live, comment ça va coûter se renouveler le service? Alors parlez-en. Excellente question. Aujourd'hui, on vient d'annoncer une baisse de prix d'environ 40 à 50 $ pour le marché canadien, 20 $ au niveau américain. Donc la console va se détailler au niveau canadien à 249 $. Et ce qui est intéressant au niveau, par exemple, de toute la portion live, donc là, on a plusieurs structures de prix. Les gens qui veulent avoir le Xbox Communicator, 12 mois de service ainsi que du contenu à télécharger, ça va être 99,99 $. Pour les gens qui ont déjà le Xbox Communicator, ils veulent juste renouveler leur abonnement, on parle de 79,99 $. Et pour ceux qui disent « je veux peut-être pas y aller au niveau annuel, mais peut-être plus au niveau mensuel », mais pour 8,99 $ canadiens, tu vas être capable de jouer à live. Et pour ceux qui malheureusement auraient endommagé leur Xbox Communicator, auraient peut-être assis dessus, on peut échanger, aller acheter le Xbox Communicator pour 49,99 $. En terminant, parlons des jeux, alors, parce que c'est ce qui est important dans cette industrie. Qu'est-ce qu'on devrait surveiller sur la Xbox? Disons pour d'abord l'été, puis après on regardera pour peut-être l'automne et l'hiver. C'est sûr et certain que dans les jours qui vont suivre, on parle réellement de Midtown Madness 3 qui va supporter live. Donc le succès qu'on a eu avec Midtown Madness sur le PC, on l'amène maintenant sur la Xbox avec 2 nouvelles villes. On parle de Paris, de Washington, et c'est le même concept qu'on avait sur PC. Donc c'est-à-dire, on peut courser, avec des checkpoints, des blitz. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que si je suis bon, je suis peut-être pas nécessairement le meilleur. Donc là, je peux tout simplement te défier, toi, François, de dire, tiens, on va jouer un contre l'autre et voir qui est réellement le meilleur. On a aussi un mode de carrière, un mode de scénario qui permet d'arriver à travers différentes missions, comme exemple un chauffeur de limousine ou encore un livreur de pizza. Donc, c'est à nous de décider ces choix-là. Le jeu aussi qu'on met beaucoup d'emphase, c'est Brute Force, qui va être disponible tout prochainement. Donc, c'est vraiment 4 personnages qui ont des missions et ils vont travailler ensemble. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à n'importe quel moment, je peux changer de personnage selon la situation où est-ce que je veux utiliser. Donc, si je veux m'en aller, par exemple, dans un environnement où est-ce que je veux tout simplement explorer, je peux utiliser mon personnage qui est en mode stealth, donc en mode transparence, et d'aller explorer le jeu pour voir qu'est-ce qui se passe. Et par la suite, élaborer ma stratégie d'attaque peut-être avec Brutus ou encore avec Hawk et d'attaquer mes ennemis qui font partie du jeu. Le jeu aussi qui était tant attendu, on parle peut-être plus pour Noël, vers la fin de l'année, c'est réellement Project Gotham Racing 2. Encore là, Project Gotham Racing, ce qu'on veut réellement démontrer aux gens, c'est qu'avec tout le respect qu'on a, je pense, pour Gran Turismo, vous allez voir un jeu qui va pas nécessairement battre Gran Turismo, on va battre Gran Turismo, il n'y a aucun doute là-dessus, on a un jeu extraordinaire, et encore là, on l'amène à un autre niveau, on l'amène à live. Donc les gens vont être capables de jouer à Xbox Live avec Project Gotham Racing 2. Mario Cocoludi, bien sûr, encore une fois, merci beaucoup et bon E3. Merci beaucoup, François. Bon E3 à toi aussi. Nous passons maintenant du chaud soleil de la Californie au ciel terne et gris de Québec pour un moment, puisqu'on est de retour et on va parler des jeux qu'on a vus là-bas, des 3 piliers de l'industrie, parce que bien sûr, ils nous ont vendu leur salade, mais nous, on en a vu des jeux, on va faire nos propres commentaires là-dessus. Oui. Avec Frédéric Dubois qui est de retour. Bonjour Fred. Bonjour François. Bon, d'abord, Microsoft t'a fait certaines visites privilégiées. Très intéressantes. D'ailleurs, on a pu voir en première Halo 2, donc qui était présenté dans un théâtre fermé, qu'on ne peut pas filmer. C'est un jeu qui va être très, très intéressant. Au niveau graphique, on a évidemment rehaussé l'aspect de Halo, le premier du nom, mais aussi on a mis beaucoup l'emphase au niveau de l'interactivité entre les personnages non jouables. Donc, c'est par exemple que ce soit les ennemis ou encore nos propres soldats qui nous donnent beaucoup plus d'ordres et nous disent comment agir avec eux et on peut leur donner des ordres. Ils vont pouvoir, par exemple, un soldat est blessé, il peut se retourner vers nous ou nous prêter son arme. Et on peut aussi, par exemple, sauter directement sur les véhicules ennemis pour les attaquer et évidemment prendre possession du véhicule. Donc, c'est vraiment des points très, très forts. Malheureusement, la présentation, c'est une séquence qui était scriptée. Donc, on ne sait pas vraiment si l'intelligence artificielle va être si poussée que ce qu'on nous a présenté, mais ça augure bien. Et du côté de Lionhead Studios et Big Blue Box qui sont ensemble... On a pu voir Fable, qui est un RPG pour Xbox, qui promet beaucoup. L'histoire, en gros, on doit devenir un héros qui est très connu, donc au niveau de la magie, au niveau de notre renommée dans le pays. On doit faire diverses actions, diverses quêtes. On doit, par exemple, sauver des femmes qui ont été enlevées de brigands pour, évidemment, se faire connaître. Mais il y a aussi, on a la possibilité de devenir méchant et de, par exemple, de se faire connaître pour des mauvaises raisons, mais on peut quand même terminer le jeu de cette façon-là, ce qui fait penser un peu à Black and White. J'ai pu voir aussi BC, Before Christ, qui est un jeu qui prend place, évidemment, avant, dans l'histoire des dinosaures. Donc, on mélange un peu la réalité en mettant des humains aux places dans un univers où on retrouve des dinosaures. Donc, il faut attaquer les dinosaures, la diverse végétation pour nourrir notre tribu. Et on peut former des équipes avec les personnages qu'on a qui grandissent avec nous. Donc, ça a l'air vraiment très intéressant. Graphiquement, c'est aussi très au point.
De mon côté, moi, j'ai pu rencontrer les gens de Rare, bien sûr, qui sont maintenant sur la plateforme de Microsoft. Ils présentaient 3 jeux cette année, dont Cameo Elements of Power, qui est un jeu qui était avant sur GameCube, qu'on avait vu il y a 2 ans et qui maintenant est assez peaufiné sur Xbox. On parle d'un univers assez riche et vibrant. On incarne Cameo, une fée, qui, elle, peut prendre l'apparence de différentes créatures qu'elle va capturer, qui proviennent de différents éléments, donc le feu, l'eau, le vent, la glace, les roches et les plantes. Donc, elle va pouvoir faire évoluer ces créatures, un peu comme des Pokémon, mais c'est pas tout à fait similaire parce qu'on doit vraiment les nourrir, on doit s'en occuper et ils vont se transformer en des créatures beaucoup plus puissantes. Ça promet une jouabilité intéressante, mais ça me semblait peut-être un peu pour un auditoire plus jeune comme produit. On nous annonce peut-être une sortie pour l'année 2004, donc ça peut prendre encore un petit peu de temps avant de voir ce jeu arriver. Ce qui a été surprenant, c'est de voir Grab by the Ghoulies, un jeu qui était aussi en développement pour la GameCube et qui a été porté pour la Xbox. Un jeu dans lequel on incarne Cooper, qui est un jeune qui évidemment se promène et un soir, sa copine se fait enlever par des ghouls et est emmenée dans un manoir hanté. Donc c'est tout un prétexte pour aller visiter différentes pièces d'un manoir dans lequel on va avoir des créatures qu'on va devoir attaquer avec nos mains et avec nos pieds parce qu'on n'a pas d'armes, pas de fusil, pas d'épée dans ce jeu-là. On peut utiliser l'environnement par contre pour trouver des éléments comme une chaise et la fracasser sur la tête d'un zombie pour évoluer. Les différentes pièces sont soit des puzzles, soit des pièces pleines de monstres qu'on doit vider tout simplement. Ça me fait penser un peu à Luigi's Mansion, curieusement. C'est similaire au niveau du concept. Ça n'a pas été un jeu extraordinairement fantastique à mes yeux, mais ça va certainement plaire à un auditoire un peu plus jeune. Le dernier jeu qui était présenté, lui, c'est Conker's Live and Uncut, qui est finalement Conker's Bad Fur Day qu'on avait connu sur Nintendo 64, qui revient sur la Xbox en version intégrale, non censurée, mais bien sûr rehaussée d'un engin graphique un peu plus peaufiné. Non censuré surtout, donc cette fois-ci, vous n'aurez pas des petits mots apparaître par-dessus les termes vulgaires que va dire Conker. Ça va être vraiment les vrais termes qu'on va entendre. Il va y avoir un mode multijoueur rehaussé formidablement avec Xbox Live, parce que là, vous allez pouvoir faire toutes sortes de duels entre les fameuses équipes de Teddy Bear et les fameuses équipes d'écureuils. Il y a certains modes de jeu qui rappellent le Counter-Strike, donc ça pourrait être drôle. Les deux derniers jeux dont je viens de parler de Rare vont pouvoir apparaître cette année, donc ça va être à surveiller. Le premier, Grab by the Ghoulies à Halloween et sans doute Conker peut-être pour Noël. Maintenant, on va parler de la GameCube. Oui. Qui était une plateforme qui nous a un petit peu déçus parce qu'on s'attendait à avoir peut-être plus de jeux cette année. On espérait avoir des gros canons quand même. Ça a été un petit peu plus tranquille. Quand même, on a des bons jeux à vous présenter. D'abord, Mario Kart Double Dash, qui est évidemment le fameux jeu de go-kart qu'on nous a toujours présenté sur les plateformes de Nintendo. Donc, évidemment, on le ramène sur la GameCube. Cette fois, Double Dash. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant, on est 2 pilotes sur les go-karts. Un qui est à l'arrière et qui s'occupe des armes, des power-ups, qui nous permet de faire des actions supplémentaires, et un qui conduit. Cependant, il y a des bonus qui sont disponibles seulement avec quelques personnages qui sont propres à eux. Donc, quelquefois, il faut interchanger nos personnages entre le conducteur et celui qui s'occupe de tirer les armes. Et à ce moment-là, ça nous donne un certain niveau de stratégie, là, mais ça se fait en direct. Donc, on joue et on peut changer. Graphiquement, c'est toujours aussi coloré. C'est bien réalisé. Ça se conduit bien au niveau de la tenue de route. Donc, ça semble très prometteur à ce niveau-là. Et ça, on promet qu'on pourra connecter les GameCube ensemble via l'adapteur Broadband pour pouvoir jouer jusqu'à 8 joueurs sur 2 télés séparées. Un peu comme un réseau, dans le fond. Exact, tout simplement. Tu as aussi vu Pikmin 2. Toi, tu avais bien aimé le premier épisode? Oui, le premier épisode que j'avais beaucoup aimé. Donc, évidemment, on nous présente la suite avec les aventures encore de Capitaine Olimar qui devra encore une fois sauver sa compagnie de la faillite et pouvoir aller récolter un trésor. Mais cette fois, il sera assisté d'un assistant qui pourra être avec lui et qui va, évidemment, ça va rendre le jeu un peu plus complexe. Il va y avoir beaucoup plus de puzzles et on a des différents nouveaux Pikmin qui vont pouvoir faire des choses différentes, entre autres pouvoir nous soulever et nous projeter à d'autres endroits, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le premier. Donc différents éléments qui vont être très intéressants. Mario Golf, on doit dire, c'est pareil au C'est du Mario Golf, évidemment, encore plus beau, avec différents personnages toujours inspirés de l'univers de Nintendo. Et cette fois encore, on a différentes façons de jouer, mais ça reste encore un jeu qui est très bien fait au niveau de sa jouabilité. Mais on promet une interconnectivité avec le Game Boy Advance. D'ailleurs, oui, c'est probablement une des choses qu'on a entendu tout souvent au E3, c'est que la GameCube... Nintendo mise beaucoup là-dessus pour faire mousser les ventes de sa console portable et de la GameCube. De mon côté, j'ai surtout vu des jeux de Namco sur la console GameCube, parce que Namco est maintenant un très fort partenaire de Nintendo, c'est une bonne chose. Ils avaient Star Fox 2 en démonstration, un jeu qui était quand même pas très peaufiné, parce qu'il est vraiment en développement. On a vu un mode multijoueur qui était en démonstration. Il va y avoir un mode solo, bien sûr, avec une aventure de Star Fox. Mais dans le mode multijoueur, ce qui est intéressant, c'est qu'on a différents personnages jusqu'à 4 de l'univers de Star Fox qui peuvent s'affronter et qui peuvent être à pied, embarqués dans des tanks, dans des Airwings, et là, chacun est dans différents environnements pour combattre, ce qui est vraiment intéressant. Et ça demande quand même pas mal de travail. On sent que c'est un jeu pour 2013.
4 assez tard, donc on va voir comment ça va évoluer ce jeu-là. Mais c'est entre de bonnes mains. Il y a Soul Calibur 2, oui, c'est un jeu multijoueur qui va être sur toutes les plateformes, mais la version GameCube, avec son personnage exclusif de Link, risque d'être peut-être la plus intéressante pour la jouabilité parce que Link est vraiment formidable avec son épée, son arc, son boomerang. C'est plus intéressant que le Spawn qu'on aura sur Xbox ou que le Ieyachi qu'on va avoir sur la PlayStation 2. Et ça promet d'être un excellent jeu, Soul Calibur 2, pour ceux qui l'ont connu sur la console Dreamcast, le premier titre. Vous savez que c'est un excellent jeu avec beaucoup de combos, beaucoup de modes de jeu, alors ça promet. Et enfin, j'ai vu Pac-Man. Oui, Pac-Man qui fait un retour tout à fait intéressant parce que cette fois-ci, on va utiliser l'interconnectivité du Game Boy Advance à une très bonne façon. C'est simple, 3 personnes vont avoir un contrôleur GameCube, vont jouer un des fantômes et vont avoir une petite portion de l'écran. Et la personne qui a le Game Boy Advance va être Pac-Man et voir le labyrinthe au complet. Le but du jeu est simple. Pour Pac-Man, c'est de manger tous les pions. Et pour les fantômes, c'est de capturer Pac-Man. Et quand on gagne, on s'échange de contrôleur. Pac-Man devient le fantôme et vice-versa. Ça, c'est pour plus tard, on ne sait pas quand, mais ça promet d'être vraiment très rigolo comme jeu. On a beaucoup apprécié ça. Oui. On va terminer avec la PlayStation 2, une console qui maintenant célèbre pour ses suites parce qu'on en a vu une tonne ou 3, dont Metal Gear Solid 3. En effet, donc il y avait une vidéo qui tournait dans le kiosque de Sony qui nous présentait vraiment un retour aux sources de Solid Snake dans cette nouvelle opus qui s'appellera Snake Eater. Et donc on voyait vraiment, là, on est retourné dans la jungle avec Solid Snake qui faisait des prouesses tout à fait impressionnantes. Ce qu'on notait vraiment, c'est au niveau de l'engin graphique, c'était très performant. Pour la PlayStation 2, probablement qu'on va voir, ça va être les plus beaux graphiques qu'on aura. Donc vraiment, on se promenait dans une jungle, on faisait des diverses prouesses. Évidemment, ça semblait très, très scripté. Est-ce que ça va être comme ça dans le jeu? Le futur nous le dira. Pour l'instant, c'est très limité comme information qu'on a de ce côté. Gran Turismo 4, il faut le dire, oui. Encore une fois, très beau. Solide titre. Tout à fait. Donc, vraiment un jeu qui semble au point encore. On promet jusqu'à 1000 véhicules disponibles, tout à fait très bien modélisés encore, comme dans l'esprit que ce qu'on connaît dans la série Gran Turismo. Il est représenté, les joueurs pouvaient jouer d'ailleurs avec le volant de Logitech qui était vraiment conçu pour ce jeu et qui sera revendu probablement en même temps que la sortie de Gran Turismo 4, qui va promettre encore des meilleures vibrations, des meilleures sensations de force feedback. Et donc, ça va me permettre encore une meilleure interactivité entre la sensation de la réalité et le jeu de course. De mon côté, j'ai eu le temps de voir Castlevania Lament of Innocence, un jeu que j'attends beaucoup. Bien sûr, c'est un retour de la série Castlevania sur la console PlayStation 2 cette fois-ci, en 3D. Donc, c'est un petit peu inquiétant. Ça ressemblait beaucoup à Devil May Cry au niveau de la jouabilité, donc je ne suis pas encore convaincu que ça va être vraiment un successeur spirituel à Symphony of the Night qu'on avait connu sur PlayStation. Mais le jeu est entre bonnes mains. C'est vraiment les gens qui ont fait les meilleurs Castlevania qui travaillent dessus. Donc, si quelqu'un peut réussir à rendre ce jeu en 3D intéressant, ce sont bien ces personnes-là. Donc, on anticipe une sortie pour la fin de l'année. De même que pour le jeu Star Ocean 3, Till the End of Time, c'est une de mes séries préférées de jeux de rôle qui fait son entrée sur la PlayStation 2 en 3D, s'il vous plaît, avec son mode de jeu qui est vraiment intéressant et différent de, par exemple, celui de Final Fantasy, parce que les combats sont en temps réel. On contrôle uniquement un personnage à la fois et on nous promet que cette fois-ci, les autres personnages qui sont avec nous vont être contrôlés avec une meilleure intelligence artificielle. Donc ça, on surveillera ce titre-là de près pour vous, de même que les autres qui sont présentés bientôt. On va faire une pause, là, on va s'arrêter quelques instants pour respirer un peu, mais après, là, on va vous présenter le jeu du E3. Lorsque l'équipe de Micro.info a besoin d'équipements multimédia et audio-vidéo, elle fait confiance à NGW Communication, un spécialiste de Québec en service, vente, location et installation d'équipements professionnels. Depuis déjà 10 ans, NGW Communication offre des caméras, des magnétoscopes, des projecteurs et des équipements de montage non linéaire pour tous les besoins et dans toutes les grandes marques. Curieusement, cette année, le jeu du E3 n'était non pas un jeu console, mais un jeu sur PC. C'est Half-Life 2 et on va en parler avec Frédéric Dubois qui a pu le voir avec Luc Fortin aussi. Démonstration privée très intéressante. Oui. Frédéric, d'abord, c'est l'engin graphique du jeu qui a été démontré au niveau de ses capacités. Exact. Évidemment, on avait une présentation du jeu complet d'Half-Life 2, mais essentiellement, on avait une portion de la présentation qui touchait le Source Engine, qui est un nouvel engin qui a été développé dans les studios de développement de Valve et qui va servir à faire tourner d'autres jeux, comme par exemple un jeu qu'on a vu aussi au E3, Vampire the Masquerade Bloodline. Donc, vraiment, on a pu voir toute la performance de ce moteur. Il a été beaucoup comparé
avec ce qui a été fait l'an dernier, là, qu'on a présenté aussi au E3, le fameux engin de Doom 3, qui était très, très détaillé au niveau des textures. Mais là, on voit que l'engin d'Half-Life est pas nécessairement plus performant au niveau de la qualité graphique, mais bien au niveau du moteur physique, de l'interactivité avec l'environnement et particulièrement au niveau facial, de l'expression faciale des personnages. C'est même étonnant de voir le même personnage qu'on avait dans Half-Life 1 il y a 5 ans et dans Half-Life 2 aujourd'hui. On trouvait très beau, là. On trouvait le personnage vraiment détaillé et là, on nous mettait les deux en contraste et là, on voyait beaucoup plus de polygones dans le nouveau. Et particulièrement au niveau des yeux, on a rajouté des effets lumineux, donc on voit vraiment la brillance et ça donne un effet très, très saisissant. Les personnages ont l'air beaucoup plus brillants. Au niveau justement de l'expression faciale, ça a été développé avec un docteur qui s'appelle Paul Ekman à l'Université de Californie, qui a travaillé avec l'équipe de développement pour créer en fait 40 muscles faciaux qui sont programmables et qui nous permettent de faire des expressions, relever un sourcil, faire sourire le personnage et vraiment les rendre beaucoup plus vivants. Donc c'est vraiment intéressant et le rendu est tout à fait surprenant. Puis au niveau des textures, bon, évidemment, c'était très saisissant le travail qu'ils ont fait avec, par exemple, le feu, l'eau, les matériaux. Donc, tous les matériaux sont vraiment très intéressants. Ce qu'on a ajouté, c'est que, par exemple, quand on détermine dans le développement du jeu une texture sur un mur, on lui donne aussi une propriété, que ce soit du bois, du métal, de la céramique, ce qui va la faire réagir différemment avec les objets. Par exemple, si on tire une balle dans du verre, évidemment, la texture, tout l'objet va se détruire, tandis que si c'est du bois, ça va avoir un effet différent. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour les développeurs. Ça nous permettre de vraiment pousser au maximum ce qu'ils peuvent faire dans l'environnement. Puis la notion de gravité, de balistique est poussée à l'extrême. On voyait des corps tomber dans l'eau, par exemple, et caler très tranquillement. Exact. Par exemple, on avait des objets qui devaient couler parce qu'ils sont plus lourds que l'eau et ils coulaient tout simplement à pic, alors que, par exemple, un matelas pouvait se faire déformer complètement et quand il tombait dans l'eau, il flottait tout simplement. Et ce qui est intéressant, on a une arme qui va être utilisée probablement dans le jeu d'Half-Life 2. C'est une espèce d'arme anti-gravité qui permettait vraiment d'accrocher les objets et de les déplacer tout simplement. Par exemple, quand on prenait un corps et on le prenait de tous les côtés, ça réagissait d'une manière tellement saisissante que on était bouche bée. Oui, bouche bée plutôt. On utilise beaucoup les shaders aussi, hein, qui sont les propriétés de DirectX 8, 9. Au niveau de la réflexion, surtout les effets de glace, de verre, on a vu un superbe vitro avec Gordon Freeman et sa crowbar, donc qui donnait des effets tout à fait impressionnants de réflexion dans le verre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais là, on se demande tous, ça va prendre quelle sorte de machine pour rouler ça? Parce que la démo qu'on a vue, c'était quoi? Un Pentium 4 à 3 GHz avec 1 GB de mémoire vive, une carte carte vidéo même pas encore disponible sur le marché. Exact. Quasiment. C'était une machine très, très performante. Évidemment, la présentation était tout à fait surprenante, mais ce que les développeurs visent, c'est que de rendre l'engin graphique disponible pour les personnes avec des machines d'entrée de gamme, c'est-à-dire même des TNT2 avec un support de DirectX 6. Évidemment, la qualité graphique va être grandement affectée, mais on va pouvoir quand même utiliser le moteur et les jeux qui vont performer ce type d'engin. Bon, parlons maintenant un peu plus du jeu parce qu'on a vu quand même beaucoup de séquences de démonstration qui étaient fort intéressantes. D'abord, au niveau de l'intelligence artificielle, on remarque que les coéquipiers qu'on a cette fois-ci là sont encore plus intelligents. Ce qui était déjà à l'époque quelque chose d'assez fascinant. C'est une notion aussi qui fait partie beaucoup de l'engin qui a été développé, c'est-à-dire de gérer tout ce qui est intelligence artificielle. Par exemple, maintenant, la démonstration qu'on avait, on avait des véhicules on se cachait des ennemis qui nous tiraient dessus et nos compagnons, eux, attendaient vraiment que ce soit clair, le terrain dégagé avant de faire un mouvement, donc pas se précipiter inutilement sur l'ennemi et se faire tirer. Donc là, c'était vraiment très intéressant au niveau de l'interaction entre le personnage et nous. Puis ce qui est vraiment fascinant sur ce jeu-là, c'est qu'il est en développement depuis 1999, depuis que quasiment Half-Life 1 a été livré sur les tablettes. Ils ont attendu quelques mois et ont commencé immédiatement le développement d'Half-Life 2 et on vient seulement d'en entendre parler, donc quelques semaines avant de partir au E3, on était au courant qu'Half-Life 2 s'en venait et donc ça permet une sortie très très hâtive, c'est-à-dire on vise septembre de cette année. Sûrement même avant Doom 3, donc ça c'est peut-être une menace pour l'équipe d'ID Software. Bien évidemment, ID Software vend toujours ses engins graphiques, donc présentement on fait la promotion de l'engin graphique auprès des développeurs pour le vendre, mais si Half-Life 2 vient et est prêt avant l'engin de Doom 3, évidemment ça va être beaucoup plus intéressant pour les développeurs, surtout si par exemple au niveau du coût d'exploitation ça revient moins cher, mais il va être prêt avant. Au niveau de l'aventure comme telle, là, Valve met la barre très haute parce qu'on parle quand même d'une douzaine de chapitres qui vont être assez longs. Hein. C'est assez long. On parle donc d'une douzaine de chapitres d'environ 3 à 4 heures par chapitre, ce qui donne au-dessus de 40 heures de jouabilité, ce qui est beaucoup plus que le premier Half-Life et ce qui est beaucoup plus que les jeux de tir à la première personne qu'on trouve présentement sur le marché. Donc vraiment une durée de vie qui va être très étendue et probablement qu'on va avoir un support pour les gens qui vont faire des mods, c'est-à-dire qui vont faire d'autres jeux avec l'engin d'Half-Life qui va être encore très développé. Donc on va avoir probablement un nouveau Counter-Strike
sur cette version d'Half-Life 2. Bon, l'action se déroule sur Terre. On va encore rencontrer toutes sortes de personnages qui vont nous aider dans notre aventure, encore une fois. Là. Évidemment. Donc, cette fois, ce qu'on sait un peu de l'histoire, évidemment, on n'en sait pas beaucoup. On tente de garder le secret, mais on sait qu'il y a des extraterrestres, des aliens qu'on avait vus dans le premier Half-Life qui débarquent maintenant sur la Terre. Ils semblent beaucoup mieux armés et ils viennent nous attaquer. Donc, il faut se défendre avec nos divers alliés. Donc Alex, Vince, qui va être notre collègue, notre coéquipière, qui va pouvoir nous aider tout au long de notre aventure à nous défendre et évidemment là, à nous montrer les diverses armes. D'ailleurs, au niveau des extraterrestres, on a vu quand même beaucoup d'innovations. Il y en a toutes sortes. Il y a ces fameux, on pourrait appeler ça des espèces de scie radiales volantes, absolument hallucinantes. Donc, c'est des petites, comme des libellules avec des ailes en lame qui viennent nous courir après pour essayer de nous trancher des morceaux. Et on a aussi ceux qui sont très impressionnantes, les Striders, c'est-à-dire les espèces de grandes araignées qui débarquent sur la Terre avec des grands canons supersoniques qui viennent tout détruire. Donc, ce sera même possible dans le jeu de contrôler des extraterrestres, d'en utiliser quelques-uns. Oui, ça c'est un point très intéressant. On peut utiliser une sorte de sport qu'on lance tout simplement sur les ennemis et ça attire les extraterrestres vers eux. Ils vont les attaquer tout simplement et ça donne un effet assez saisissant. Au niveau de la jouabilité, il y a différentes possibilités. C'est très très vaste à ce niveau-là. Bon, bien entendu, comme c'est un jeu de tir à la première personne, des armes, il va y en avoir une panoplie. On n'en a pas vu beaucoup, par exemple, dans la démonstration. On a eu quelques-uns, mais surtout, ce qui démarque beaucoup, c'est au niveau des véhicules. Maintenant, on va pouvoir conduire des Jeeps. Dans la démonstration qu'on a vue, c'était un petit buggy qu'on traversait un grand espace vaste avec une sorte d'extraterrestre volant qui nous courait après. Donc, c'était très, très dynamique. Donc, plus d'interactivité encore avec l'environnement et les objets qui nous entourent. Donc ça, c'est définitivement un jeu à surveiller. Je pense qu'on oui, tout à fait. On va se garder pour la fin de l'émission pour voir la séquence la plus impressionnante, oui. Avec la fameuse invasion des bébites. Les grandes araignées donc, qui vont venir attaquer notre personnage, Gordon Freeman. Donc, ça va être à voir. Merci Frédéric. Ça fait plaisir. Nous, maintenant, on retourne à Los Angeles sous un soleil plus chaud, mais à l'intérieur du centre de convention, on va rencontrer quelqu'un de BioWare qui va nous présenter Star Wars Knights of the Old Republic, le jeu Xbox de l'été sans aucun doute. Scott McClellan, hi. Hi. We're going to talk about Star Wars Knights of the Old Republic, or KOTOR, as we mentioned. First of all, describe to us the setting of this game and this universe. Okay, it's actually a really interesting setting for us. We've set the game 4,000 years before the time of the film, so this is a period in the Star Wars universe that's actually only recently been covered in a few Dark Horse comics. So BioWare's had a lot of opportunity to build and expand on some of the original Star Wars canon, working closely with LucasArts to develop a universe that's similar to what you'd see in the films, but actually has a personal twist that BioWare has attached to the game. So fans will be comfortable in the environment, but yet see things that they've never been exposed to before. So I really think fans will like what they're going to see. How can you describe your relationship with LucasArts and George Lucas in terms of how much they let you go where you wanted to go with this game? Well, we've had a really good relationship with LucasArts all the way through development of the game. Our understanding is George himself actually greenlighted the script several years ago when we first began development of the game. Since then, because it's in a setting that doesn't have a lot of documentation in the Star Wars universe, Lucas has looked carefully at everything we're developing, but we've had a lot of leeway to use BioWare's vision and our creativity and our own interpretation of Star Wars to build a game that we think our fans will really come to like and enjoy. BioWare is very experienced with RPGs, with the Baldur's Gate series, with the Neverwinter Nights series. How did you approach this game in terms of RPG elements? Well, it's building on some of our past experiences with RPGs. At BioWare, our focus is always on quality, and our objective internally is to develop a game that's better than the last game we made. So our view on a game is typically when we ship it, we view that as probably the worst game we're ever going to make, because the next one will always be better. So when we take a look at our experience with RPGs, we have a very large fan community, a 1 million-member community currently. They give us a tremendous amount of feedback through our live team. We take that feedback from our fans, from the customers of our games, and we incorporate that into development of our projects. So we find a great resource in our fan base to tweak elements that they thought were great, tune down elements that they weren't so excited about in previous games, and each one, again, comes out more polished than the first. What can you tell us about character development in this game? It's very crucial. Well, Star Wars Knights of the Old Republic is based on the Wizards of the Coast D20 Star Wars rule set. So character development is, you can approach it from two different points of view. There's the opportunity to jump in the game very quickly, to use a character that our designers have built specifically for a purpose that will help you get through the game. Or you can really jump into character development. You can modify your primary skills, your feats, and other attributes in the game.
as you experience components of the game and grow in stature and power, you actually gain different force powers. You become a Jedi throughout the course of the game. So players will actually have a totally different experience as they work their way through the 40 to 60 hours of gameplay as their character grows and develops, and they have the opportunity to apply that experience specifically to their growth. Since the game is developed for the Xbox console as well as the PC, did the interface, did you create an interface for the same platform, or did you have to simplify the interface for the Xbox? Well, both the Xbox and PC version were developed at the same time, as simultaneous development. So our team's actually been working on both systems simultaneously and focusing on the specific attributes that are necessary for each platform to work the best. So for the Xbox, of course, everything is built around the Xbox control system. For the PC, it'll be a mouse and keyboard configuration. It'll have higher resolutions relative to the Xbox and more configuration settings that a PC user comes to expect. So each one is specifically designed for the platform that it's going to be sold on. Let's talk about fighting. What can you tell us about the combat system? The combat system is really interesting in Knights of the Old Republic. You have an opportunity to play either in real time or a pause and play mode. So for players that like to jump in with their lightsabers and cut down enemies like they're mowing the lawn, that's an opportunity to jump in the game and charge through. For players that are more strategic in nature, they can pause the game, set strategies, select all the members in their party, line up or queue up commands, sit back and watch them play out the strategy that was developed. So it really caters to both types of gamers, the fast-paced people that like a real-time feel, or the pause and play command or armchair general likes to sit back and issue commands and watch the strategy unfold. And finally, what can be told about the environments we're going to be able to explore, the planets where we're going to be venturing? That's actually some of the best features in Knights of the Old Republic. There are 7 separate game worlds and 2 additional areas that are basically world-like in size. Some of the areas and worlds have been developed specifically by BioWare. So we have, for example, the planet of Manaan, which is a water world the BioWare designers created and developed specifically for Knights of the Old Republic. Players, as they're going through the game, are going to experience all the great vistas that you normally expect to see in a Star Wars game, plus some familiar places like the planet of Tatooine, so the home of Luke Skywalker and Darth Vader, ultimately, at one point in time in his life. Thank you very much, Scott, and may the Force be with you. Thanks very much. Appreciate it. Monolith Studio avec Buena Vista Games ont décidé de ramener la franchise Tron, non pas à l'écran, mais bien dans la forme d'un jeu vidéo. Donc on va rencontrer Frank Rook qui va nous présenter Tron 2.0 qui sort cet été. Frank Rook, hi. Hello. Monolith is working for Buena Vista Game on a title called Tron 2.0. First of all, of course, it's based on the movie that came out a number of years ago. How the storyline evolves? Well, first off, the movie's 20 years ago, and the game that we're putting together right now is more like in the spirit of the movie, so it doesn't recapture or relive the events that we saw in the movie. So it's more like a sequel to the game. And the characters, the weapons, things that you do in the game are really reminiscent of the movie, but they're brand new, they're updated, the look is updated, and the story itself is a sequel. So we have some things that relate back to the movie, like Alan Bradley, the guy that created the Tron program. His son is the hero in the game. We make references to the Jeff Bridges character, Cindy Morgan's character. She has kind of like a reprisal role in the game. We'll get to see the disc, the light cycles, the recognizers, the tanks, all that stuff that we saw in the movie makes it back into the game. But it's all updated. It's all in the 20th century, or 21st century. It really just kind of takes what was special about the movie, bring it into the future, and then make a game out of it. One thing that's really interesting is that 20 years ago, the internet didn't exist. So how were you inspired by the actual growth of the internet to create the universe behind Tron 2.0? Well, not just the internet, just terminology, and really the general public's understanding of technology. We're definitely freed up to use more lingo, more tech lingo,
and make fun of it, make fun analogies to the real world. The internet really played a big part in that. It just kind of gave us a lot of stuff to work with. If we talk about the gameplay itself, how do you describe the game? Is it an action game? It's a first-person action game. It has a lot of elements that you're familiar with if you're a first-person shooter player. So you have a weapon in a first-person view, and you do a lot of attacking. You got people blowing up, or de-resing as we call it. And it's got a whole line of weapons to use. We also have a unique inventory system that's kind of like not like a backpack, but weapons don't just lie around on the ground. We pick up subroutines, and those subroutines can augment yourself. So it's kind of like the analogy that you'd use in a computer. So we have a whole range of armor, special gadgets, special utilities that enhance your powers, and of course different weapons to use, Tron-type weapons. In the original movie, there were some special action sequences. We remember the disc sequence, flying disc. Are they in this game? The disc is definitely the primary weapon. And we tried to make the disc able to capture all that stuff that we saw in the movie. So you can throw the disc and steer it. You can use it to block. You can do a SWAT kind of attack. You can bounce and ricochet off of grounds and walls. You can take out multiple people. So it has all those things that we saw in the movie, in that those combat sequences that we saw in the movie. We tried to capture that and put it in the gameplay. That, and we have light cycles. We get to drive light cycles, race on the grid like we see in the movie, and we have a whole additional game mode that's just dedicated to light cycle racing. You get to play it in the single player mode, and you have a chance to play it in the light cycle mode. Let's talk more about this multiplayer light cycle mode. It's going to be deathmatch based? Yeah, pretty much deathmatch based. I mean, it's really like what you say in a movie. You got multiple people on the grid, 2 to 8 people. You can have teams, and it's all about being the last guy on the grid. And gameplay is going to be pretty fast. Yes, well, definitely on light cycles, it's fast. In the game world, the throwing the disc, all the other weapons are pretty fast. A lot of colors, a lot of explosions, really cool sound, and the music is really reminiscent of the Tron music too. Thank you very much, Frank. Sure, my pleasure. Nous allons maintenant vous présenter une entrevue qu'on a tournée dans le kiosque de Bethesda, une compagnie qui est maintenant affiliée avec Buena Vista Games pour le développement du jeu Pirates of the Caribbean, qui est basé sur un film qui paraîtra cet été. Ils ont repris un peu l'engin du jeu Sea Dogs 2 qu'ils ont laissé tomber, qui avait été développé par la compagnie Aquella. Donc on regarde ce jeu, on rencontre Pete Hines à l'instant. Pete Hines, hi. Hi, how are you? I'm fine, thank you. We're going to talk about the Bethesda lineup for the summer. First of all, there's a big movie coming out called Pirates of the Caribbean, and you have a game based on it. That's right. Pirates of the Caribbean is a role-playing game at land at sea, and it's inspired by the film. It is not a game that exactly replicates the experience of the movie, but it has the same feel. Lots of swashbuckling action, sword fights, pistol fights, big battles at sea. So if you're into pirates and you're into the Pirates of the Caribbean and the movie, you'll definitely like the game. What can you tell us about the storyline, for example, of this game? In the game, you play a captain. His name is Nathaniel Hawke, and you're sort of thrown into a storyline where you have a number of powers that are fighting for control in the Caribbean. And it comes to light that there is a very powerful artifact that could really change the balance of power. And the main storyline has to do with you, the captain, uncovering the truth about this artifact, where it is, and then actually going and getting it. Okay, you mentioned that there's going to be swords fighting, and there's going to be also a sailing. What can you tell us about the different gameplay? Really, it's sort of it's two different games almost. The gameplay on land is a lot like a traditional role-playing game. You have stats and you're building up your skills as you increase in level.
You can get into fights in towns. You'll get quests from different people too. It could be simple things like, go take this package from point A to point B, to more complicated things where you're uncovering a mystery. The islands are fully explorable, so unlike in the original Sea Dogs title that Akela did, now you can explore land and you'll find caves and pirate hideouts, different towns. You don't have to land just at a town. You can land at a beach and sneak your way past. If you land on an island that's hostile to you, for example, you're well known with the English, but you're very much disliked by the pirates. You can land on a pirate island and sneak your way on without landing at the town. And then there's all the gameplay that takes place at sea, and that involves not only your character and his skills, but also your ship and what kind of ship you have, the attributes of that ship, how big its cannons are, how much you can hold, and you can really decide to play the game any way you want. You can spend all your time sinking other ships, or you can board them and sword fight and take them over, plunder all of their goods. It's really up to the player. We like to have an open-ended experience that they can define as they choose. For Bethesda, it's going to be a massive game here because it's a huge collaboration. You have got tons of company working together to develop this game. Yeah, I mean it's a cooperation amongst a number of folks. Akela are the developers. We are working with them to bring this out for both Xbox and PC a few weeks before the movie. The movie obviously produced by Jerry Bruckheimer, so it's got a lot of visibility. It's got a really big all-star cast with folks like Jeffrey Rush, Orlando Bloom, Johnny Depp, and Keira Knightley. So it's destined to be a really big film, and we're looking to sort of bring our game out to a wider audience by associating them with it, and we think it's really going to be an excellent cooperation in the end. Of course, we couldn't mention the overall great performance of Elder Scrolls 3, Morrowind on the Xbox and the PC as well. What can you tell us about this license? It's continued to evolving. Yeah, the Elder Scrolls is still our corner franchise. It's probably what we're known best for. So while we're putting a lot of effort into making sure Pirates of the Caribbean is a really good role-playing game, we're still sticking with our Elder Scrolls franchise. We're coming out with a new expansion called Blood Moon for the PC, and we're also just announced Morrowind Game of the Year edition for Xbox, which is a really unique product in that it'll work with your existing Morrowind. So if you bought the original Morrowind, you can take your existing character, your existing save game, and pull it into this new product, Game of the Year, which includes all of the content from the Tribunal expansion as well as the new Blood Moon expansion we're doing for PC. So we're adding, upwards of 80 to 100 hours of new gameplay, lots of new creatures, new weapons, new armor. We've added the ability for you to turn into a werewolf. So really a lot more fun gameplay, a lot more opportunities to explore this great world that we've created with the Elder Scrolls, and specifically with the Elder Scrolls 3 Morrowind. Thank you very much, Pete. Thank you for coming by. Voilà, c'est déjà tout pour ce premier spécial sur l'Electronic Entertainment Expo. Revenez-nous la semaine prochaine pour connaître la suite. Nous allons vous laisser sur les images du coup de masse du E3 cette année, à savoir Half-Life 2. Au revoir.